Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus donc à cet atelier sur la radio du futur. Alors donc c'est un atelier qui est lié à une revue qui s'appelle Cahier d'histoire de la radiodiffusion, qui existe depuis une trentaine d'années, donc qui traite de toute l'histoire de la radio principalement. Et donc voilà, il y aura un numéro spécifique sur la radio du futur. Alors je ne sais pas si ce sera ce titre-là ou un autre, mais en tout cas voilà, c'est un numéro qui traite de l'avenir de la radio et que je dirige, et donc avec des interventions de scientifiques ou de professionnels. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu organiser cet atelier aujourd'hui. C'est aussi pour l'alimenter. Donc l'objectif, donc on enregistre aujourd'hui, et comme ça on pourra faire une retranscription, mettre sur YouTube, et donc faire voilà, avoir des réactions. Et donc voilà, donc c'est une revue faite par des professionnels et aussi des chercheurs. Donc moi j'ai un peu de profil chercheur, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication, et on a publié cette année les radios libres, 30 ans des radios libres, c'est un colloque qui a été organisé en 2011 pour les 30 ans. Et donc ça date déjà d'il y a un peu de temps. Et donc voilà, donc on publie plein de choses. On a aussi créé une revue qui s'appelle Radio Morphose cette année, donc une revue faite par des scientifiques et qui est donc purement numérique, hein, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de numérique. Et le papier c'est déjà un peu plus difficile de publier, voilà, une revue ça coûte beaucoup d'argent, donc pour l'instant on est sur le numérique. Et donc voilà, donc pour commencer cet atelier, bon alors aujourd'hui on a vraiment des intervenants très diversifiés, on a des gens qui sont très radio, d'autres qui sont très télé, d'autres qui sont carrément photographes, donc voilà, on a Christophe qui lui artiste, producteur, enfin chercheur, multiples casquettes, hein. Donc merci à tous d'être venus. Alors moi ce qui m'a interpellé tout de suite, c'est quand j'ai eu donc une réponse positive de Mario pour venir, parce que Mario est photographe. Donc Mario fourmi, hein, donc merci beaucoup d'être venu. Et donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi vous êtes au salon de la radio et pourquoi éventuellement parler du futur de la radio quand on est photographe? Voilà. Oui, bonjour. La radio, elle rejoint quelque part la photographie, surtout dans cet univers numérique où nous sommes dans une diffusion très très large et les canaux de distribution sont relativement similaires, donc c'est intéressant de faire la corrélation entre les deux mondes et de voir comment la radio du futur peut éventuellement être l'élément de compréhension de ce que sera aussi la diffusion de la photo du futur. Et donc, la photo, on passe à la télévision, parce que c'est vrai que la télévision, ça peut surprendre. Vous êtes aujourd'hui, on a vraiment des invités. Je pense que c'est la première fois qu'on a un photographe, une personne. La télévision, ils sont présents, mais voilà, c'est quand même, ça change, on va dire. Donc voilà, je voudrais avoir aussi votre point de vue depuis la télé. Est-ce que vous pouvez parler de la radio du futur, Véronique Auger? Non. Ah, ça va être oui, on voit déjà à France Télévisions que nous sommes mariés avec France Info, donc la radio et la télévision peuvent marcher ensemble. Je trouve ça... Parce qu'il y a un vrai questionnement. Nous, la question c'est la radio du futur, mais est-ce qu'il y a un futur pour la radio? C'est quand même le vrai questionnement. Bon, quand on regarde un peu le salon et toutes les technologies et qu'on voit, j'ai discuté un peu avec certains stands, qu'il y a 450 radios associatives en France, on peut se dire que la radio a encore du futur, mais avec auditeurs ou sans auditeurs? C'est quand même la grande question. Quand on voit Deezer, qui est finalement une sorte de radio, mais sans être une radio, qui pompe évidemment, moi je n'ai que deux oreilles, hein. Quand j'écoute Deezer, je n'écoute pas RTL2 ou Fun Radio ou je sais pas trop quoi, donc il y a de la pub, ça mange aussi des budgets, donc c'est la bonne question, c'est comme en télévision, hein, c'est-à-dire que c'est le meilleur et le plus souple et le plus inventif qui à mon avis va gagner. Bon alors très bien, donc le point de vue de quelqu'un de radio pour le coup, qui
beaucoup de radios et pas seulement. Donc est-ce que vous pouvez donner votre point de vue, un premier point de vue sur ce sujet, sur la radio du futur, donc Michel Picot. Bonjour à tous. Je vais faire le mix entre la radio et la télévision, puisqu'en 2011, Alain Veil, mon patron, avait décidé que BFM Business, qui était une radio à la base, et qui existe bien avant BFM TV, sachant que ce sont des rédactions totalement indépendantes, s'était dit il faut qu'on fasse de la télévision avec ces programmes radio, c'est-à-dire qu'on profite du capital, des invités, etc., pour pouvoir le faire. La grosse difficulté qui s'est posée à ce moment-là, au moment où on a démarré cette aventure, était de se dire on fait quoi? De la radio filmée, qui n'a aucun intérêt, ou de la télé qui passe à la radio, qui n'a aucun intérêt aussi. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit? Je m'en souviendrai toujours, parce que j'ai essuyé les plâtres, après j'en suis parti, je suis revenu, mais juste pour vous dire, j'ai gardé, je dirais, mais du fond du cœur, parce que j'ai encore la possibilité d'avoir une case purement 100% radio, et j'ai une émission de 100% radio le week-end, je passe aussi à la télé, c'est qu'on nous a dit, pas de prompteur. Première chose, histoire de garder un peu cette fraîcheur et de garder ce qu'on sait faire en radio, où plus facilement on est capable de transmettre des émotions, parce qu'à la base il n'y avait que la voix, pas l'image. Donc on a essayé de garder cette fraîcheur-là, il n'y a pas de prompteur, BFM Business, on se débrouille, on a nos feuilles, et puis bien souvent on ne regarde même pas la caméra, et on essaie de vivre ça avec une ambiance un peu dynamique. Ça c'est le premier point, c'est purement... en termes de job, c'est un peu compliqué, très honnêtement, parce que vous ne pouvez pas faire une intro en télé, je ne peux pas me le dire devant vous, sans regarder la caméra. Enfin, il y a un moment où on ne peut pas dire « Bonjour, bienvenue, ce que vous faites en radio, vous ne pouvez pas le faire en télé ». Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'on est quand même dans des économies extrêmement fragiles. Alors vous allez me dire « Oui, mais Next Radio, oui, d'accord, on est passé chez SFR depuis hier, l'affaire est pliée, c'est bon. » Jusqu'à présent, ce n'était pas tout à fait le cas. Et on s'est retrouvé quand même à se dire « Comment est-ce qu'on peut démultiplier un même programme ?» C'est-à-dire que vous avez la même émission qui passe à la télé, qui passe à la radio, qui passe sur le web, mais vous n'avez absolument pas les mêmes écrans publicitaires. C'est-à-dire que le programme est vendu 3 fois. Je peux vous dire que quand vous êtes à l'antenne, que vous écoutez, vous avez un écran pub qui passe, que vous écoutez, vous, le retour radio discrètement, la radio n'a pas fini, la télé fait du remplissage. Et parfois le web décroche aussi, mais ça devient très compliqué à faire. Et même nos métiers sont en train de changer. En même temps, je me dis, les économies sont fragiles, c'est peut-être une voie. Moi j'ai commencé avec de la radio, on utilisait un bobino, on avait un Revox, et on faisait des choses avec beaucoup d'émotion et beaucoup de tension. Aujourd'hui, on fait de la télé, on se débrouille tout seul, presque, on n'a que des caméras automatiques dans un plateau, on voit personne, la régie elle est très très loin là-bas, et en même temps il faut qu'on gère de la radio, de la télé, et je ne vous cache pas que même quand vous êtes à la télé et qu'on vous dit tu as un décrochage circulation sur la fréquence radio de Paris, le reste c'est du remplissage et qu'il faut, vous êtes en train de mener ça, et vous êtes plus un gestionnaire et une logistique que ce que vous pouvez travailler sur le contenu. Mais bon, voilà. Je ne dis pas que c'est la radio du futur, je ne dis pas que c'est le modèle idéal. On l'a inventé, je pense. Ça marche plutôt bien, regardez la télé, on quitte chez soi, on prend la radio, l'autoradio, et si on n'a pas d'autoradio, on prend son smartphone, etc. Ça fonctionne plutôt pas mal tout ça. C'est pas top non plus, et c'est particulièrement compliqué pour vous qui vous en antenne. Voilà. Alors David Christoffel, vous faites aussi de l'antenne, de la production, enfin vous avez de multiples activités, et donc vous aussi vous êtes multicompétent, vous devez l'être, ou vous le choisissez peut-être plus, je ne sais pas. Effectivement, moi je pratique plus le Revox non plus, alors que je vais pratiquer la émotion. Mais en fait, je voudrais partir de peut-être cette émotion, parce que pourquoi est-ce qu'elle disparaîtrait dès lors que la radio serait englobée dans un global média de breaking news et ainsi de suite? Vous demandez est-ce que ça marche ou pas? Moi j'ai vu récemment un sondage américain qui disait que 4 adolescents sur 5 ne faisaient plus la différence entre un public reportage et une vraie information. Et en fait, moi c'est de ce point de vue-là que je me dis que peut-être la radio a un futur. C'est de se redire où est-ce qu'elle est du point de vue citoyen. Vous disiez que les radios associatives n'avaient pas forcément d'audience, je crois qu'elles sont stables à 2% du point de vue de Médiamétrique, c'est quand même un endroit de l'expression citoyenne important. Et moi, je sors d'une émission pour Espace 2 tout à l'heure où on travaillait, on réfléchissait sur Nuit debout. Il y avait un service captation debout, Place de la République pendant tout le mouvement, et il y avait en plus Radio Debout. Et moi je trouve ça intéressant justement par rapport à cette émotion du Revox que même avec Internet, et bien on continue à se sentir nécessiteux et désireux de faire de la radio et à y donner un sens particulier et autre que celui de faire de la télé ou du journalisme papier.
Alors peut-être qu'on continue de faire circuler entre vous. Alors comment, en tant que photographe, comment vous travaillez avec le son, avec la radio? Qu'est-ce que ça vous inspire? En quoi ça vous intéresse, le média? La radio est une source d'information, elle est aussi une source d'émotion, on parle fort d'émotion. C'est-à-dire que quand on écoute vibrer un rédacteur sur une nouvelle, cette vibration, vous la ressentez et vous avez le sentiment qu'il faut vous-même quelque part, via la photographie, peut-être mémoriser cette histoire. Donc il y a forcément il y a un lien qui se fait. Maintenant, je reviens à ce qu'on était là sur la notion de ces 450 radios qui ont été évoquées, associations. C'est le fait qu'effectivement, la viabilité économique du monde dans lequel nous sommes, nous photographes, les premiers à subir finalement ce marché qui est à la fois extraordinaire et qui dans le fond se réduit à peau de chagrin. Quelque part, toute cette énergie que l'on déploie pour permettre via la radio, via le son, encore une fois, d'amener l'émotion au plus près de l'ensemble des gens, c'est ce que nous essayons de faire nous aussi par le biais de la photographie. À un moment donné, il faut se mettre face aux réalités. Économiquement parlant, comment ça peut encore fonctionner? Il y a des budgets, ça a des coûts. On est ici dans ce salon, on voit des tas de matériel certainement très performants qui doivent avoir un coût pour leur acquisition. À un moment donné, il faut se dire quel est le ratio, comment on fait pour continuer à maintenir du son dont on a tous besoin, face finalement à une économie qui réduit les budgets et qui font que si quelque part on met de l'argent pour les moyens, on ne met plus d'argent pour les personnes qui font fonctionner ces machines. Mais justement, tout le monde peut faire de la photo. Enfin, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez juste raconter un peu ça? Parce que comment vous faites en tant que professionnel de la photo face à tous les amateurs de photos qui sont partout et qui prennent des photos tout le temps et qui les mettent sur les réseaux sociaux, par exemple? Alors là, c'est un vaste débat qui pourrait remplir l'heure qui nous est proposée. Non, rapidement, il y a effectivement beaucoup de photos qui sont prises. Je ne sais plus, les chiffres sont tellement faramineux que si j'en dis un, il sera déjà forcément faux. Simplement, il y a ceux qui font des photos puis ceux qui témoignent. Ceux qui témoignent, c'est ceux qui ont un esprit journalistique, c'est-à-dire qu'ils sont là avec une volonté de traduire ce qui se passe et de tenter de faire que cette information, une fois qu'elle aura eu passé le côté immédiat, pourra être ensuite archivée et qu'on pourra la retrouver et donc en faire quelque chose, ne serait-ce que pour comprendre notre période. Je dirais que c'est le but du photographe, c'est pas uniquement d'appuyer sur un déclencheur, c'est de créer une histoire, c'est de créer des documents, c'est de créer un patrimoine, c'est de créer une masse d'informations qui va servir par la suite à des gens comme vous, les chercheurs, à des historiens, à des professeurs, à toutes sortes de publics qui ont besoin de s'appuyer sur cette photographie qui est incontournable. Donc il faut que nous existions dans notre aspect professionnel, et ce n'est pas parce qu'il y a multiplication des réseaux et de plus en plus de gens qui font des photos qu'on a dans le fond des photos, parce qu'il y a énormément de photos qui stagnent dans des smartphones, il y a énormément de photos qui stagnent dans les ordinateurs, donc qui ne servent à rien. Et puis quand on réfléchira en termes patrimonial sur ce fond, on se rend compte que ces photos n'auront pas été dans le fond véritablement utilisées, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de texte, il n'y aura pas de mots qui permettront par la suite de pouvoir les retrouver, de pouvoir les chercher, de pouvoir les comprendre. Et je pense que c'est là où, dans le fond, il y a une espèce d'erreur technologique. D'un côté, une multitude de photos qui sont prises pour quelque part très peu de photos qui seront exploitables. Et je pense qu'on est certainement sur le son avec une problématique assez similaire, si ce n'est que le son techniquement est plus compliqué à faire que d'une photo. Moi, je vois très peu de gens qui me disent « Ah, j'ai un smartphone et je fais un son », alors que quelque part, ça serait intéressant de traduire un son. Je pensais l'autre jour à des tas de sons qui étaient dans la vie courante et qui ont complètement disparu et qui font pourtant partie du patrimoine, non seulement pour nous aujourd'hui, mais pour les générations à venir. Et donc pour la photo, c'est comme ça, mais c'est pareil, tout le monde peut filmer aussi. Alors est-ce que la télévision se sent un peu concurrencée par les smartphones? Oui et non. Je reviens toujours à la même chose, c'est qu'une même personne ne peut pas faire 50 choses à la fois. Enfin, même si aujourd'hui, j'en vois qui lisent, j'en vois qui tapent sur leur portable pendant qu'ils écoutent de l'autre oreille. Moi j'ai des enfants, ils ont un ordinateur sur les genoux, un smartphone, la télé et l'autre ordinateur avec une série. Donc on peut faire de plus en plus de choses, mais enfin, il n'en reste pas moins qu'on peut faire qu'une seule chose. Vraiment à la fois, et moi...
effectivement, nous, enfin, c'est pas la télévision qui est concurrencée par les smartphones, c'est les journalistes qui sont concurrencés par les smartphones. Parce que n'importe qui peut être, entre guillemets, journaliste, ou blogueur, ou etc. Et moi, je pense que ça pose une vraie question sur la suite des événements. Dire à quoi ça sert d'avoir plein de choses si individuellement, et là je vous rejoins, on n'est pas capable de faire le tri, de savoir ce qui est vrai, de savoir ce qui est faux. Qu'est-ce qui me prouve, moi, que sur Facebook, la vidéo qui est en train de passer en boucle, ou que le son qui est en train de passer en boucle, qui a soi-disant été pris à Alep, est un vrai son. Moi, je me pose la question. Hein. Donc, si on en revient à notre sujet, qui est quand même la radio du futur, je me pose la question. Moi, j'ai connu les radios libres. J'étais à RMC à l'époque, et c'était formidable. Parce que de 4 radios, on passait à je ne sais combien de radios. Ça a été pour les 4 radios de base, Europe 1, RTL, France Inter, RMC, ça a été la catastrophe. Hein. On était concurrencés, il fallait changer complètement les programmes, mais c'était formidable. Parce que ça restait encore à taille humaine, le nombre de radios qu'il y a. Là, quand je vois qu'avec simplement un petit machin comme ça, le Nagra que moi j'utilisais, il était tellement lourd que je me suis cassé le dos, alors que là, l'écran comme ça, n'importe qui peut monter n'importe quoi, le diffuser, faire sa chaîne YouTube, sa radio éventuellement, mais maintenant une radio tout court, bon, c'est pratique dans une salle de bain, mais de plus en plus les gens veulent voir l'image. Donc moi je m'interroge de si ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas juste l'avant-scène de ce qu'on va vivre demain, et je m'inquiète, parce que quand je vois la masse d'informations non traitées, non filtrées, journalistiquement, c'est-à-dire avec des vraies bases, des vraies valeurs, un vrai métier, des vraies professions, je m'interroge. Moi j'avais appris quand j'étais au CFJ ce qu'était une photo journalistique et ce qu'était une photo qui ne servait à rien. Et ça, c'est l'exemple que nous avait donné le photographe, malheureusement je ne me souviens plus du nom, c'était un accident d'avion, et il nous avait montré une photo qui était simplement, vous voyez, quelqu'un de mort par la fenêtre du hublot. Il disait, est-ce que ça c'est utile? Est-ce que ça c'est du journalisme? À l'époque on disait non, aujourd'hui on dirait oui. Parce que n'importe quoi devient utile. Et je pense que si aujourd'hui on est dans la merde dans laquelle on est avec Trump, avec Poutine, etc., c'est parce qu'on n'arrive pas encore à maîtriser tous les moyens techniques qu'on a à notre disposition, et que n'importe qui, moi je vois beaucoup de gens aussi qui disent ah non mais moi je suis pas journaliste, hein, moi, je suis blogueur. Hein. Oui, parce que le blogueur, ça c'est formidable, ça c'est hautement à valeur ajoutée, etc. Le journaliste c'est que de la merde. Je trouve qu'on a inversé les fondamentaux. Et c'est notre faute, à nous journalistes, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on nage en plein délire actuellement. Et donc la radio du futur, ok. Moi j'adore la radio. Je trouve qu'il y a par rapport à la télévision une forme de liberté absolument incroyable. Mais pourquoi faire? J'ai déjà posé une fois la question, je la repose une deuxième fois. C'est comme dire il faut qu'il y ait plus de femmes à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. So what? Si c'est pour faire comme les hommes, ça sert à quoi? Donc je pose encore la même question. Deuxième réponse. Je suis un peu moins d'accord parce que je m'aperçois que la radio résiste à tout et qu'il y a quand même 8 Français sur 10 qui l'écoutent toujours. Donc je me dis quand même que quelque part, elle a encore de beaux jours devant elle. En revanche, là où je vous rejoins, c'est peut-être sur 3 points. D'abord, l'aspect technologique. On produit énormément de contenu, mais moi, ça ne me gênerait pas, très honnêtement. C'est pas le cas sur BFM Business. Mais pourquoi on ne créerait pas une radio uniquement sur les placements financiers? Uniquement pour ça, pour s'intéresser à cette cible-là. On ne l'a pas fait. Peut-être que demain, on va le faire. Aujourd'hui, la technologie nous permet. Et ça, je trouve que c'est encore mieux. Voilà. Et là, je suis pour vraiment créer du contenu, et je trouve que ça a du sens. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, je ne suis pas contre la techno. C'est vrai qu'on a parlé du Revox tout à l'heure en clin d'œil, mais c'est vrai que lorsque j'ai commencé à faire de la radio, on rentrait dans un studio de radio, il y avait des platines, on touchait des disques, on allait choisir une programmation, c'était une toute autre ambiance. Mais c'est pas grave. Donc, moi, je me dis que demain, démultiplier les canaux, c'est pas idiot. Moi, je me dis que de faire de la radio enrichie, c'est pas idiot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez consommer... Moi, j'ai une émission qui est plus consommée en podcast, je pense, qu'en audience pure.
diffusé le samedi matin à 7h, donc vous imaginez bien, hein, sur BFM Business, qu'on préfère m'écouter autrement. Mais je trouve que c'est un formidable progrès. Alors après, moi je regrette aussi qu'il n'y a pas des avancées technologiques du style appuyer sur pause, parce que le matin, quand ma cafetière coule et que je vais écouter les infos, ah ben, je suis désolé, la cafetière fait du bruit. Des petites choses comme ça, mais je suis pas... Ah ben je peux pas mon poste alors. Ah ben voilà, RNT sur la RNT. BBC, ça y est. Bon, ben voilà, bon. Et là je trouve qu'on n'a pas fait de progrès parce que c'est vrai que la RNT on l'a mise de côté alors que je trouve que ça peut être un formidable outil de service ajouté au programme diffusé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous on diffuse en programme, on le met sur le web pour mettre la liste des invités et à chaque fois on switch comme ça, c'est un peu ridicule. Sur BFM Business, je ne devrais pas dire ça, mais on a un site internet qui met tellement d'infos qu'on ne sait même plus où sont les émissions et on ne sait même plus où sont les invités. Donc, je me dis, en termes de service, on peut vraiment faire mieux. Mais je trouve que la technologie est un formidable levier. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est l'émotion. Pour la photo, on l'a évoqué. Et je trouve ça assez formidable. Une l'émotion en radio, vous pouvez beaucoup plus facilement qu'en télévision, d'ailleurs, je trouve, la transmettre. On le voit. Passer. Par la voix, c'est une manière de parler, c'est une manière de raconter une histoire. Et c'est pas péjoratif quand je dis raconter une histoire. Hein. C'est le style narratif aujourd'hui avec le web, etc. C'est raconter une histoire, mais ça peut être quelque chose de très vrai, mais quelque chose de construit. Et j'arrive au dernier point, c'est le contenu. Et là, effectivement, par rapport à tous ces journalistes en herbe, avec leur smartphone, les blogueurs, oui, je les adore aussi. Même si je suis blogueur moi-même. Oui, non, mais tu ne sais pas, mais je veux dire... Mais on fait pas le même boulot. Pas le même boulot. Voilà, on est d'accord. Et ensuite, effectivement, il y a l'exigence du contenu. Et je pense que quand on arrive à réunir ces trois points, on arrive à produire des contenus de qualité, quel que soit le support, et je pense que l'avenir de la radio passera par là. Si on n'est pas exigeant là-dessus, si on laisse faire, et je vais encore me faire des amis, je ne sais pas s'il y a des gens des radios musicales, ça tombe bien, j'y suis pas. Mais si c'est pour être sur une radio musicale, écouter la même chose, parce qu'on s'occupe plus de la courbe d'audience et de la ménagère de moins de 50 ans que de l'auditeur lui-même, qui a envie de vivre une émotion en écoutant, et je dis une bêtise, un vieux Dire Straits qui date des années 70, on lui met pas parce qu'il paraît-il, ça marche pas. Eh ben, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous avez du RFM, du Virgin, du RTL2, ça ressemble exactement, c'est pareil. Voilà. Et ça, je trouve qu'on est en train, et après, vous mettez à côté de Deezer, je préfère écouter de la musique sur Deezer que sur sa radio. Pardon. Je voulais revenir sur cette émotion, effectivement, sur le patrimoine musical, parce qu'on essaie de faire le lien entre photo et son. Comme beaucoup de photographes aujourd'hui, je suis dans le numérique, donc ça veut dire que je traite mes photos après reportage, donc ça me prend des heures et des heures, et je me rends compte que par ce biais, j'écoute tout bonnement une station qui s'appelle France Inter Paris, qui maintenant est devenue presque France Inter Monde, où justement le choix musical qui est fait est un choix musical, je peux le penser, assez large, assez divers, donc on arrive effectivement à côtoyer des musiques qu'on n'irait pas chercher soi-même, qu'on n'irait pas rencontrer. Et je pense que l'émotion ensuite que moi j'ai dans la photo, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait j'ai besoin de ce son pour construire ma photo, pour des raisons, tout à l'heure j'évoquais de raisons mathématiques, on ne va pas rentrer dans ce débat, enfin dans cette idée-là. Mais voilà, j'ai besoin du son pour construire ma photo, pour réfléchir à ma photo, pour faire des photos et cette partie post-production. Et d'autre part, je pense que le son est vraiment un élément qui est tellement fort que la radio du futur, ça doit être effectivement une radio qui... Alors, en venant tout à l'heure à cette émission, enfin votre plateau, je repensais à une époque où on tournait un bouton sur les radios en ondes courtes, en ondes moyennes, et on entendait des espèces de bruits qui venaient de nulle part. Il y avait un côté un peu spatial, on entendait vaguement des bouts de phrases, des bouts de mots, des bouts de sons, et il y avait un côté extraordinaire et magique. Et dans ce que tu viens de dire à propos de BFM sur la notion de spécialisation et de pousser finalement d'avoir une espèce de niche sur un registre très particulier, là où je trouve que, alors c'est toujours le débat entre le numérique et le papier, mais je veux dire que quand je feuillette par exemple un quotidien du soir et que je tourne les pages, je suis forcément confronté à des sujets auxquels je n'aurais pas pensé, auxquels je n'aurais même pas imaginé que la chose puisse exister, et par curiosité je le commence et souvent je le termine, alors que quand on arrive dans un système numérique où de plus en plus on sélectionne soi-même ces points d'intérêt, on finit finalement par s'écarter de la vie, puisqu'on se retranche derrière des points précis dans lesquels on est un peu rassuré. On se rassure, mais dans le fond, on finit par s'enfermer dans des cases, et on disparaît du monde, et c'est bien là où est le problème. C'est pour ça que je pense que cette radio du futur, elle doit être encore plus ouverte à tous les sons du monde. Je veux dire, quand on écoute les radios aujourd'hui, on parle très peu d'Europe, on a très peu de sons qui évoquent ce qu'est l'Europe. On a très peu de sons qui évoquent le monde, et je pense quelque part c'est une erreur qui nous ramène un peu plus sur nous-mêmes,
Et je pense que quand à l'heure on parlait de Trump et Poutine, on est malheureusement un peu dans ce schéma, c'est-à-dire qu'on rentre dans des mouvements qui sont certainement liés à des gens qui ont des intérêts par rapport à ces façons de concevoir le son, peut-être la télé, peut-être la photo aussi, puisqu'on voit bien que nous sommes dans des tuyaux de diffusion qui sont de plus en plus aujourd'hui restreints et qui sont de plus en plus sous la tutelle de grands groupes américains. Donc je pense qu'il faut réinventer peut-être tout bonnement le système dans lequel nous baignons au quotidien et réinventer l'ouverture vers le monde. Je vais reprendre la question que vous posiez. Est-ce que c'est de la faute des journalistes s'il y a autant de confusion? Parce que moi, pour le coup, je viens des programmes, donc je ne suis pas journaliste, je suis producteur, et j'exerce des genres qui n'existent qu'à la radio, le documentaire, la création radiophonique, et qui n'existent que dans les médias publics et sur les radios associatives, ou Arte Radio, donc médias publics. Et je pense que c'est aussi en creusant, en réfléchissant les formes qu'on arrive à créer du discernement et à entrer dans un dialogue réflexif avec les jeunes générations. Mais quand je vois les efforts en éducation aux médias qui sont faits depuis très peu, depuis en fait les décisions du ministère de l'Éducation nationale après les événements de Charlie, il y a eu l'obligation de faire un média par école. Et là, ce que l'on commence à voir, c'est que les enfants, collégiens, lycéens, sont beaucoup plus fans de faire une web radio que peut-être même une web télé ou un web journal. Donc ça c'est un premier point sur la radio. Mais en revanche, ce qui est extrêmement frustrant, c'est la difficulté extrême qu'ont les grands médias pour s'approprier ce type d'exercice et y donner une espèce de prolongation ou même de visibilité. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où il y a presque un représentant éducation aux médias par école, alors qu'il n'y a même pas un représentant éducation par média. Et moi je pense que c'est là qu'il va falloir à un moment donné créer le déclic, parce que je me retrouve à Radio France à avoir beaucoup de plaisir à animer des ateliers pédagogiques avec des enfants où on fait des exercices d'interview et ainsi de suite, et à ne jamais pouvoir donner une prolongation à l'antenne de ce genre de choses. Et j'ai une frustration qui est en fait citoyenne, d'avoir des enfants pleins de fraîcheur, pleins d'attrait et de fascination, et donc de respect pour le lieu qui est le média public, qui comprennent bien quand je leur fais l'explication de la différence avec un média privé et des enjeux citoyens qui y sont attachés. Et en revanche, quand on fait des exercices et qu'ils me demandent est-ce que ça va passer à l'antenne, je dois leur dire non, et je ne sais pas quelle autorité me permet de leur dire non. Et pour le coup, je comprends que ce type de réponse puisse laisser germer un peu de conspirationnisme, et ah bah oui, les médias, c'est un autre monde et tout ça. Donc je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de travail du côté des médias pour arriver à linéariser les choses et à rencontrer la jeune génération, plutôt que de s'en prendre à ces formes d'expression. Effectivement, c'est formidable avec un Zoom pouvoir faire plein de choses, interviewer sa grand-mère. Pour rebondir quand même, moi je l'ai testé et j'avais même pas l'avis de ma direction. J'ai fait des émissions qui étaient trop longues. Donc à un moment je m'arrête avec mon timing, je dis on continue sur le web. Et ils ont joué le jeu, ils ont joué la prolongation. Alors c'est vrai qu'il y avait une exposition hertzienne, on va dire, mais je trouve que les technologies, quand elles permettent ça, je trouve ça c'est formidable, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin ensuite. Et c'est vrai que par rapport aux ateliers que vous faites, c'est vrai que ouvrir une capsule à l'antenne autour d'un atelier n'est pas inintéressant, et d'avoir ce prolongement, et ça aujourd'hui la technologie peut le faire, il y a 10 ans on ne pouvait même pas imaginer. Et je trouve que c'est aussi la radio du futur, quand je parlais de radio enrichie, elle est là aussi, c'est qu'on va plus loin. Je voulais juste préciser, puisqu'on parle beaucoup de radio et d'émotion, et on a l'air de dire que c'est là qu'il y a la plus forte émotion, pour avoir fait les deux. Franchement, l'émotion qu'il y a dans tourner une image, et ensuite la monter, et ensuite la diffuser, c'est incomparable. En tout cas en tant que professionnel, et l'impact qu'on peut avoir sur les gens, c'est hallucinant. Alors, par exemple, une émission de radio de reportage très bien faite a beaucoup d'impact, mais il me semble, moi, pour avoir vécu les deux, l'image c'est incroyable. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on reçoit des images de guerre, etc., on est obligé de les filtrer, parce que c'est pas possible. Souvent c'est pas possible, et on revient un peu en arrière sur la concurrence des smartphones et de ce qui est montré et autres. Je pense que nous on a longtemps caché, et d'ailleurs il y a eu de la censure, par exemple pendant les guerres d'Irak,
Les guerres en Irak, on a été censurés. C'était des guerres avec 0 mort, on n'en montrait pas, c'était interdit. Et c'était accepté par les journalistes qui partaient là-bas. Ils étaient unbedded, ils étaient contents de l'être et tout. Et ce sont des guerres qui finalement n'ont pas eu d'impact chez les Occidentaux. Et on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Nous, en Occident, on ne peut pas comprendre ce qui se passe sur l'immigration, etc. Parce qu'on n'a pas vu, on ne nous a pas montré les morts, mais les radios en ont parlé. Mais c'est pas pareil. On ne nous a pas montré le carnage qu'il y a eu dans les populations en Afghanistan, en Irak, etc. etc. Et aujourd'hui, si on est si proche de la Syrie, c'est parce qu'on voit les images. On voit que sur Facebook tournent en boucle des décapitations de femmes, des violences incroyables. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vrai ou si c'est faux. Hein, ça pose un vrai sujet. Et tout ça pour dire que il est donc bon temps, par exemple, de dire que ce sont les réseaux sociaux qui ont, et les radios qui ont fait les révolutions arabes. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça a relayé, ça les a propagés et ça les a rendus exponentiels. Mais ce qui a fait les révolutions dans ces pays-là, c'est l'antenne satellite, qui leur a permis de voir des informations sur les États-Unis, des films, des séries américaines, de voir que dans certains endroits, on pouvait vivre autrement, que les femmes vivaient autrement. C'est avant tout, c'est ça. Ce qui fait que pour moi, la télévision reste un média, le média le plus puissant qui puisse exister, bien plus puissant que la radio, bien plus puissant que tout le reste. Mais c'est vrai que si on met la radio et les réseaux sociaux en plus de la télévision, c'est-à-dire si on match tout ça, c'est d'une puissance nucléaire, me semble-t-il. Je vais revenir sur l'aspect justement de cet impact. On parle d'émotion, on parle d'impact. Alors, c'est effectivement ce mixte télé-radio. Et la photo s'inscrit dans cette charnière, c'est-à-dire que la photo permet de rentrer au plus profond de l'image. Voilà, je dis une photo conçue, réfléchie par quelqu'un dont c'est le métier, hein, parce que sinon les photos peuvent avoir des kilomètres sans intérêt. Mais quand on est face à des photojournalistes, avec après tout ce qu'on peut imaginer de leur expérience, quand on voit les risques pris pour aller au plus près des événements, et que l'image arrêtée permet justement de décortiquer l'information, de voir la position, les expressions, peut-être des pleurs, des larmes, effectivement il n'y a pas le son. Et je me rappelle d'une expérience qui avait été menée il y a quelques années par l'ECPAD, qui est en fait l'établissement cinéma photo des armées, dans le cadre d'un salon de la photo. En fait, ils avaient fait une expérience que je trouvais intéressante, c'est-à-dire qu'ils avaient présenté toute une série de photos en grand format, et à chacune des photos, il y avait une bande-son, si on peut dire, en tout cas un son, qui fait que les gens regardaient les photos, et donc avaient un son d'ambiance correspondant à la photo présentée. Et je trouvais que cette expérience était intéressante, dans le fond, voilà, il y avait un élément en plus, qui était effectivement l'ambiance. Moi, je me rappelle avoir eu il y a quelques années un photographe de l'AFP qui avait tourné avec son, comment on appelait ça à l'époque, un petit téléphone, un petit magnétophone de poche, un dictaphone, et il avait posé le dictaphone sur le bord de sa fenêtre, il était à Beyrouth, et on entendait le rythme de la vie, et c'était extraordinaire. Et genre, j'avais pas vu, il n'y avait pas d'image, il n'y avait que le son, et c'était extraordinaire, parce que le son a aussi le rythme de la vie, le rythme du cœur, et donc là, on a quelque chose qui vous pénètre, ça vous rend, les images se font parce que nous avons en tête, et je trouve que la magie, c'est vraiment de la magie, même si c'est effectivement des enfants, des bruits d'obus, des bruits de mitraillettes, c'est extraordinaire l'impact que cela peut avoir. Et puis juste pour terminer, Dominique parlait finalement de ne pas avoir montré de corps durant un certain nombre de conflits. Moi j'ai vécu 5 années en Espagne, j'ai vu la presse espagnole faire des unes avec effectivement des corps ensanglantés, la vraie guerre telle qu'elle est. Alors je ne dis pas que ça change fondamentalement ensuite le fait que ça arrête les guerres parce que le peuple espagnol a accès à ces images-là, mais c'est vrai que quand on vient de nous de France et qu'on voit ces unes de la presse espagnole, on est sidéré par cette liberté
en tout cas apparente, de pouvoir aller au plus près de la réalité et montrer des choses qui sont insoutenables? Alors, moi je connais quelqu'un qui commence une thèse sur les écoutes collectives de sons. Alors, c'est en développement, c'est un peu à la mode, c'est-à-dire des gens qui se regroupent avec des casques et qui écoutent en ce moment ensemble des sons. Donc, voilà, bon, c'est assez étonnant, parce qu'on pourrait se dire la radio c'est fini. Mais en fait, la question que je voulais vous poser là maintenant, c'est la question de la légitimité, parce que alors là on a parlé de puissance de la télévision. Donc la télévision est très puissante, et notamment les médias publics, et voilà les grosses radios, les grosses télés. Mais après, il y a toute une question de la légitimité par rapport au public, la crédibilité de l'information, des doutes. Il y a toute la question de la réinfosphère aussi. Il y a la question de la post-vérité, on en a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est des choses qui... Voilà, Trump, tout ça, la post-vérité, est-ce que ça vous parle? C'est-à-dire, bon alors je précise peut-être ce que c'est, je ne sais pas. Si, c'est bon? Non, c'est clair. C'est clair, mais pas simple. Mais tellement Pas simple du tout. D'autant que vous pensez bien que je ne vais pas dire du mal de mes camarades de BFM TV qui se font régulièrement allumer dans ce genre de choses. Et pourtant, je peux vous dire qu'ils bossent bien et comptez pas sur moi pour les critiquer. Pourtant, j'ai pas ma langue dans la poche. En revanche, je me dis, oui, quand on démultiplie les canaux, oui, quand quelqu'un s'improvise journaliste, oui, quand on se retrouve avec des dirigeants politiques qui ont inventé le fait alternatif, oui, on peut se poser des questions dans certains cas. Moi, je dis souvent, et quand je participe dans des écoles, et notamment des collèges, je dis, faites une règle de 3, vérifiez juste 3 fois l'info. Vous la voyez passer sur Facebook, vous regardez d'où est-ce qu'elle vient. Pour peu qu'elle se soit une info qui était sur Le Monde, déjà, ça peut vous rassurer un tout petit peu plus. Vous vous dites qu'il y a quelqu'un qui a bien bossé. Et puis, vous prenez le petit sujet, vous allez le taper sur Google, et pour peu qu'un autre journal ou un autre média en parle, quand on a quand même 3 sources à peu près fiables, attention, je me dis que c'est bien. Et alors je dis ça facile pour le téléspectateur, internaute, ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'on a tendance, un peu trop facilement dans ce pays, à tout manger au premier abord, sans même y réfléchir. BFM TV en fait les frais assez régulièrement, parce qu'on prend tout au premier degré et on y va sans même se poser la question. Voilà, moi j'ai presque envie de dire, il faudrait avoir un peu d'éducation aussi. Un peu de responsabilisation. Qui est-ce qui parlait d'éducation tout à l'heure dans les médias? C'est ça aussi, c'est expliquer aux jeunes, essayer au moins de recouper 3 fois l'info, minimum. 2 fois, allez, c'est moins fatigant. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Moi je suis tout à fait d'accord. Mais justement, je reviens sur la radio du futur, c'est quand même un sujet. Et quand je vois, ça m'a vraiment frappé cette conversation que j'ai eue avec ce monsieur qui vendait des concepts intégrés pour radio associative. Donc je lui pose la question, il me dit il y en a 450 en France aujourd'hui, mais avec probablement la diminution, le progrès technique, la diminution du coût, etc., il peut y en avoir, je ne sais pas, une par village, pourquoi pas, il y a 36 000 communes, pourquoi pas 36 000. Mais je me pose toujours la question par rapport à la vôtre. Je crois que une fois que tout le monde aura fait joujou avec le bazar, celles qui vont rester, c'est celles justement qui seront les plus sérieuses. C'est-à-dire que c'est celles dont on n'aura pas constaté qu'il dit que des conneries. Mais entre-temps, est-ce qu'il n'y aura pas des dégâts collatéraux et des victimes collatérales de gens qui auront cru, parce que c'est pas parce qu'on dit, enfin moi je trouve, c'est pas parce qu'on dit ONG et association qu'on leur donne le bon Dieu sans confession. Or, on a un peu tendance parfois à le croire, que c'est parce que c'est Greenpeace, ou que c'est parce que, je sais pas, c'est Emmaüs, etc. Mais ils disent aussi beaucoup de bêtises. Et voilà, et donc je pense qu'on en revient effectivement à quelque chose de primordial qui est l'éducation aux médias. Moi, je trouve ça très très bien que ça se fasse. J'avais tenté quand mes enfants étaient petits, parce que j'avais senti ce rejet profond des enseignants de la télévision, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la radio, et ce qui n'est pas du tout le cas du web. Et j'avais tenté, avec l'école de mes enfants, de faire un apprentissage de la télévision. Mais il y a une telle haine
alors c'est pas de chance, puisqu'il y a une veine de la télévision, il y a une veine de l'Europe. Pas gâté, quand on fait de la télévision, une émission sur l'Europe, voilà, ça fait beaucoup. Vis-à-vis des enseignants, j'ai un peu de soucis, quoi. Et avant, je faisais de l'économie, mais aussi de la haine pour l'économie. Donc, mais ça passe par eux. Ça passe par eux. Et effectivement, nous, on doit mouiller notre chemise, hein, c'est-à-dire qu'on doit aussi, nous, aller, non pas les éduquer, mais à minima leur faire distinguer. On le fait bien pour la nourriture. Alors, distinguer entre ce qui est le bio, le pas bio, le bon, le pas bon. C'est à minima qu'ils vérifient. Effectivement, je suis d'accord avec toi, qu'ils vérifient leur information, mais c'est une course de vitesse. C'est une course de vitesse. Mais simplement, quand vous dites faire joujou avec le bazar, au-delà du fait que c'est un peu dépréciatif à mon goût, à l'égard du travail des radios associatives, c'est quand même elles qui font... de l'engin technique. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord, pardon. Non, mais j'avais compris de faire des antennes très locales. Parce que pour le coup, c'est quand même elles qui font le travail d'atelier radio, qui font le travail d'éducation aux médias un peu partout en France, qui sont subventionnées pour ce faire avec le Fonds de soutien à l'expression radiophonique qui cadre ces activités, enfin, et qui font ce travail de maillage sur lequel jamais un enfant de 5e, n'importe où en France, croiserait un micro et arriverait en situation à se poser la question qu'est-ce que c'est de délivrer une information devant un micro, quelle valeur ça a, et incorporerait effectivement ces questions de façon encadrée, pédagogique. Et pour info, elles disparaissent beaucoup, ces radios associatives, il y en avait pas en jeu. Juste pour la petite parenthèse, moi j'ai connu un chiffre à 1200 il y a une dizaine d'années, on est à 450 aujourd'hui quand même. Voilà, et là pour le coup il y a de la création locale. Je crois qu'on est à 600 mais on ne compte pas les confessionnels quand on dit 450. Ah oui, d'accord, mais bon, enfin il y a moitié moins. Je vous ai rajouté, parce qu'on parle de l'éducation, je pense que c'est pour moi l'élément premier. Parce qu'on parle de radio du futur, déjà futur, ça peut paraître être demain, mais ça peut être aussi dans 10 ans. Et cette population qui écoutera la radio du futur, ben aujourd'hui elle est encore dans les petites classes. Et je vois que si on n'est pas parents, c'est-à-dire quelque part citoyens, et qu'on leur fait comprendre ce qu'est la presse, tout bonnement déjà parce que le fait d'avoir un journal chez soi, que les enfants vous voient consulter, avec qui vous pouvez discuter d'un certain nombre de sujets, on amène la presse dans son esprit, alors que finalement cette presse elle a tendance à disparaître, et on voit bien qu'elle est malmenée, en tout cas pour ce qui concerne la presse écrite. Et d'autre part, quand je vois tous ces journaux qui partent au pilon tous les jours, je me dis mais pourquoi certains d'entre eux ne finiraient-ils pas dans les écoles de façon beaucoup plus libre, beaucoup plus accessible, que les enfants subitement se rendent compte qu'il y a des gens qui écrivent des reportages, des sujets, qu'il y a des photos, qu'il y a des choses qui sont là pour témoigner, et encadrées par les enseignants, encadrées par des parents, des gens qui seraient capables de leur faire comprendre ce qu'est la presse. Tout à l'heure, quand tu parles de vérifier avec des sources, mais pour vérifier qu'on a affaire à des sources, faut-il savoir ce que sont les sources? Parce que le monde, c'est pas rien de parler du monde, mais combien y a-t-il d'enfants qui aujourd'hui connaissent le titre Le Monde? Et quand on voit les difficultés de la presse aujourd'hui, on peut s'interroger sur la viabilité de ces grands titres, qui sont malgré tout aujourd'hui sur le web, mais dont on n'a absolument aucune idée de leur viabilité économique. Donc je pense qu'il faut s'interroger sur effectivement le radio du futur qui puisse amener des choses. On parle beaucoup d'information, mais je pense que la radio du futur, ce n'est pas que de l'information, c'est aussi peut-être d'autres rubriques et d'autres rubriques à plaisir, ne serait-ce que d'écouter, je vais dire tout naïvement, la nature, d'avoir quelqu'un qui prend du son et il en fait profiter ce son. Voilà, c'est un son qui a été pris je ne sais où, en Chine, en Islande, et on le fait partager aux enfants d'autres endroits pour qu'ils puissent savoir comment la vie se déroule, comment ce qu'on retient en termes de son. Enfin, je veux dire, il y a des tas de sons qui sont là aussi pour nous faire donner la possibilité de nous ouvrir au monde. Alors, juste pour vous dire, on est à un atelier, donc ça serait pas mal qu'on donne la parole, mais David, peut-être encore une dernière remarque? Non, c'était juste une parenthèse par rapport à la référence au field recording, le fait d'enregistrer la nature et tout. Je voulais citer l'expérience qu'a faite Philippe Bouteloup de l'association Musique et Santé, qui a amené un micro dans un service de néonatologie et qui s'est rendu compte que tous les médecins, prenant conscience qu'ils faisaient des bruits pas très agréables pour les bébés, se sont mis à faire très attention à l'environnement sonore qu'ils généraient du fait de la présence du micro. Donc ça, c'est aussi la radio du futur, de parler en termes d'écologie sonore, de construire un monde plus audible, quoi. Et vous avez parlé du papier. Moi, j'ai lu ce matin dans son journal du net une étude Médiamétrie, comme quoi, ça y est, le numérique était passé au niveau lecture, le numérique était passé devant le papier dans ce sondage. Bon, donc, je donne la parole aussi au public. On est à un atelier, donc présentez-vous. Merci. Laurent Pascousset, je suis journaliste aussi.
Justement, d'abord merci peut-être à Sébastien, à vous, parce que dans ce salon, on a assez peu parlé de contenu. On a beaucoup de stands techniques et beaucoup de débats autour un peu des nouvelles modes. On va mettre de la vidéo sur Facebook, etc. Là, on parle un peu plus de contenu. Mais quand même, moi, ce qui me gêne un peu dans votre discours collectif, c'est votre, en quelque sorte, corporatisme. Je fais partie de la même corporation. Vous l'avez notamment exprimé, Véronique, à plusieurs reprises. Les choses sont là. Il y a des non-professionnels qui produisent. Ils sont là. Quand vous dites l'avenir de la radio, l'avenir de la télé aussi, l'avenir de la presse écrite et tout, tous ces gens-là, on a tous des enfants, voilà. Pujadas, ils ne connaissent pas. Même si la télé est puissante, Pujadas, ils ne connaissent pas, sauf si on les met devant Pujadas. Et Patrick Cohen, ils ne connaissent pas non plus. Voilà. Ils ont d'autres modes de consommation et parfois de production, mais avant tout de consommation. Et moi, j'ai l'impression parfois qu'on est dans un monde où on se dit la radio du futur telle qu'on la voudrait, nous, les gens qui faisons les médias, mais qu'est-ce qu'elle va être? En gros, moi, si je peux me permettre une position, moi je pense que la radio, mais comment on va y arriver? La radio du futur, elle sera la radio qui touchera, ou qui continuera à toucher ses publics. Ses publics. Avec des contenus, avec des habillages. Mais ça ne sera pas la radio qui dira oui, il y a des gens qui font des émissions de radio amateurs, etc. Voilà. Autre remarque, on est plutôt dans le monde de l'info, là, ici. Photo, radio, télé, radio. Enfin, de l'info au sens large et du documentaire. Vous avez fait quelques remarques sur Radio Musicale. Attention, la radio, quand même, en France aujourd'hui, c'est aussi beaucoup la musique, hein. Pas que les radios musicales, les radios généralistes avec la musique, voilà, elle doit inventer aussi autour de ça. Voilà. Mais moi, je veux vous interpeller, comment rencontrer, bon, on parle de la radio, ça sera pareil pour la télé et la presse écrite, comment rencontrer son public? C'est ça le véritable enjeu du futur. Je me permets. Si je peux me permettre deux choses, je ne suis pas dans une radio musicale, mais j'y ai travaillé. Écouter une programmation, une playlist telle qu'elle est faite aujourd'hui par les radios telles qu'elles sont diffusées, je préfère écouter 10 heures, en plus il n'y a pas de pub. D'accord? Si maintenant on me met un vrai programmateur musical, quelqu'un qui prend de l'audace et qui va me faire découvrir quelque chose, j'écoute la radio, il y a un événement dans le poste et j'ai envie de le partager. Si on continue à faire des robinets à musique complètement fades, ça ne marchera pas. Et là pour le coup je m'inquiète pour ces radios-là, je me demande ce qu'elles vont devenir. Si demain elles sont capables de capter des concerts, parce que moi j'ai pas pu y aller, et elles sont capables de me l'offrir ce concert, ou même un extrait de ce concert, parce que c'est un artiste que j'aime, là je vais dire, waouh, la radio elle joue vraiment son rôle. Qu'elle est capable de me faire une contre-programmation en plein milieu de journée, j'en sais rien, pour me faire un spécial Beatles, Stones, ce que vous voulez, je me dis, ah ouais, là effectivement il se passe quelque chose, avec quelqu'un qui est engagé, qui est capable de me parler des Stones, parce que sur 10 heures il n'y aura jamais personne qui le fera. Et là si je vis cette émotion, mais ça veut dire quoi derrière? Qu'il faut qu'il y ait un directeur d'antenne qui ait de l'audace, qui ait un peu d'idées et qui arrête de regarder ses courbes. Parce que quand on regarde aujourd'hui, ces radios musicales, elles ne bougent plus. C'est flat, RFM, c'est 4%, ça ne bouge plus. Et voilà, bah c'est très bien, peut-être qu'un jour ça bougera, mais ça ne bouge plus. Et donc à partir du moment où il n'y a plus cette audace, ça devient pénible. C'est pas une radio musicale, mais quand vous écoutez RMC, on aime ou on n'aime pas, mais il se passe toujours quelque chose là-dessus. Et si on l'écoute, l'after-foot d'RMC en podcast, c'est 0. C'est normal. C'est une émission en direct qui arrive derrière un match de foot. Donc pourquoi les auditeurs sont là? Parce qu'il se passe quelque chose. Parce que tout simplement, il y a eu de l'audace à un moment dans la programmation. Moi, que ce soit musical, info ou ce que vous voulez, surprenez-moi. 10 heures ne me surprend pas. J'aime bien cette idée d'écouter la nature à la radio. Je trouve ça super intéressant. Juste pour la petite parenthèse, nous on a un système de programme de secours. Au bout de 3 secondes de blanc, vous avez le programme de secours qui prend le relais et vous êtes obligé de le rattraper. Bon bref. Mais ça j'adore parce que là j'ai une émotion qui se passe. Mais aujourd'hui, je suis désolé, il n'y a plus d'audace. Alors on est complètement bloqué, peur de faire mal, peur de perdre un demi-point d'audience, peur d'aller chercher peut-être de nouveaux éditeurs, peur d'aller chercher peut-être nos enfants aussi en leur proposant autre chose. Pardon, je m'emporte.
Oui, non, mais c'est ce qui se passe à Europe 1. Europe 1 meurt, peut mourir parce qu'il n'y a plus d'audace. Et c'est pas une radio musicale. Non, c'est vrai. C'est presque exactement l'inverse. Il n'y a jamais de musique sur Europe 1. C'est vrai. Il y a du blablabla du matin jusqu'au soir et de la pub. Avec une très mauvaise programmation et avec des contenus qui sont tellement dans de l'à peu près. Et en plus, commencer une émission à la demi-heure, c'est quand même, en termes de temps, c'est catastrophique. Mais bon, nous en avons fait une spécialité. Je pense que là, une fois de plus, on est sur la diversité sonore. Et cette diversité sonore, moi, je la vois encore une fois mondiale. Je pense qu'il faut, là aussi, éduquer les enfants à sortir de leur canaux habituels. Quand tu parlais de surprendre, je pense qu'il faut aussi les surprendre avec leurs propres outils, finalement, avec l'outil actuel, puisqu'on parle de radio du futur, alors on parle du smartphone, mais le smartphone c'est un terme d'aujourd'hui, on ne sait pas comment demain l'outil s'appellera. Mais je pense qu'il faut arriver là aussi à les habituer à naviguer dans ces technologies, qui va permettre d'avoir accès à des contenus que nous-mêmes n'imaginons peut-être pas parce qu'on n'a même pas osé aller s'y rendre pour les côtoyer, les toucher. Et je pense qu'il y a toute une part de ce futur de la radio, parce que dans le fond, c'est vraiment la radio du futur. Il y a à la fois ce côté radio qui me rappelle l'époque où on tournait le bouton et on écoutait ces bandes qui venaient, comme je disais tout à l'heure, de je ne sais où. Et futur, voilà, on ne sait plus très bien par quel biais on va entendre du son. Est-ce que ce sera encore effectivement des haut-parleurs? Est-ce que ce sera encore un smartphone? Est-ce qu'il faut encore se mettre un casque? On ne sait plus par quel biais finalement ce son peut arriver. On voit bien par exemple que dans l'automobile, on vous met des diffuseurs de parfum à partir de la planche de bord. Donc on peut imaginer que demain, on vous diffuse de la musique via quelque chose qui ne sera plus concret, qui ne ressemblera plus à un haut-parleur, mais qui sera quelque chose qui sera comme une espèce de vapeur qui se diffusera dans l'endroit où vous serez installé. Il n'y aura même plus de source réelle, en fait. Vous serez dans une espèce de volume avec des fréquences, et vous imaginerez que vous êtes en train d'écouter de la musique. D'ailleurs, je pense que les gens aujourd'hui qui font comme à côté de chez nous ici, la Philharmonie, on peut imaginer que le son tel qu'il a été prévu est fait pour justement qu'il se diffuse partout, sans qu'on ait l'impression qu'il y ait réellement un point de chaleur, j'allais presque dire. Donc on est face à un futur qu'on ne connaît pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ceux qui écoutent, a priori on les connaît, il y a de fortes chances qu'ils ressemblent un peu, mais ça n'empêche qu'il faut déjà dès à présent éduquer les enfants à cette notion du son, éduquer ces enfants à cette notion de la variété du son, et puis éduquer les enfants à cette notion qu'il n'y a pas que le son qu'ils peuvent trouver comme ça au pied de leur porte, il y a un son qui vient de partout, et dans lequel il faut absolument qu'ils rentrent, qu'ils s'imprègnent, pour qu'ils se rendent compte que nous sommes vraiment sur une planète avec des sons de partout. Des réactions, des questions dans le public? Oui? Bonjour, Marie-Laure Chardon. J'ai été productrice d'émissions de radio sur des radios associatives. Je dirais que il me semble, je parle sous l'autorité des personnes devant lesquelles je me trouve, il me semble qu'il y a une volonté de sélectionner certains chanteurs, certaines musiques, alors que, toute petite productrice d'émissions que je sois, je peux, moi, vous faire entendre de la musique classique, de la musique légère et de divertissement. C'est des années 30, mais vous le faites entendre à des enfants aujourd'hui, ils chantent et ils s'intéressent à ça, parce que j'ai rencontré un collectionneur de 78 tours, bref, de la chanson d'hier et la chanson d'aujourd'hui. Quel effort font les directeurs de radio ou les directeurs d'antenne, enfin ceux qui ont le titre pour nous faire entendre la vraie variété française ou francophone? Moi j'en connais, donc je suppose qu'il est facile de s'informer et en tout cas de donner peut-être la chance à des gens comme moi qui peuvent proposer une vraie diversité musicale de façon à ce qu'on entende vraiment les futurs Yves Montand ou Mireille Mathieu qui ont été découverts grâce à la radio et qu'on n'entend plus du tout maintenant. Donc je vous tends la perche, qu'en pensez-vous? J'ai beaucoup de mal à vous répondre, j'ai beaucoup de mal à vous répondre, on ne diffuse pas de musique, donc je ne sais pas, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, j'aimerais un peu plus d'audace dans les programmations, oui, clairement. Mais, les radios associatives ont ce courage. Malheureusement, elles n'existent pratiquement plus, à Paris notamment,
Et c'est très dommage. Il y en a 2, 3. Un peu plus. Il y en a une sur le salon. Oui, non. Je veux juste parler d'un point qu'on n'a pas évoqué depuis le début et qui est quand même un point important puisque ça nous concerne beaucoup en photo, mais quelque part cette notion du son est aussi dans ce registre-là. C'est ce qu'on appelle tout bonnement le droit d'auteur. Tout à l'heure tu évoquais le fait qu'on puisse te permettre d'accéder à un concert ou à des choses comme ça facilement parce que tu n'as pas pu t'y rendre et que tu as envie de réécouter un extrait ou le concert dans son intégralité. On est quand même face à une problématique, qui est une problématique aujourd'hui. Encore une fois, on parle de radio du futur, peut-être que dans le futur, cette notion de droit d'auteur aura largement disparu. Mais c'est vrai qu'on est aussi face à cette multiplication de sources, d'événements, alors radiophoniques ou de télévision, qui dans le fond rentrent dans le réseau, mais ne sont plus rémunérés. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'auteurs qui font un certain nombre d'œuvres. Ces œuvres sont, alors on va dire, pillées pour être gentil. Elles se répandent via le réseau et elles profitent d'un certain nombre de gens. Alors on peut dire de façon personnelle, mais elles peuvent aussi le devenir de façon collective. Et donc on est là aussi par rapport à cette problématique du droit, qui est celui que l'utilisation d'une œuvre mérite son droit. Et donc comment gère-t-on cette multiplication des usages si d'un autre côté on fait fi de rendre à son auteur la somme qui lui est due. C'est la SACEM qui fait ça, non? Oui, mais elle le fait sur la base de ce qui est diffusé. Donc faut-il diffuser par rapport à ce que tu disais sur les écoutes collectives, pour le coup, moi ça m'a rappelé le théâtrophone, c'est-à-dire l'époque où on se retrouvait quelque part dans Paris et on avait par l'équivalent d'un téléphone la retransmission en direct d'un spectacle ou bien d'un opéra. Je crois que Proust en parle dans La Recherche du temps perdu, au point qu'à la fin il y a le début de l'entracte et les gens croient que c'est dans Wagner alors que c'est le bruit du public et des choses comme ça, et que ça a inspiré ensuite le début de la création radiophonique dans les années 1920 et qu'on a commencé à créer la notion de décor sonore en se disant on va faire un théâtre spécifique pour la radiophonie. C'est-à-dire quand même comme les technologies sont très prescriptrices des usages créatifs qu'on va pouvoir en faire, n'empêche qu'on n'est pas si bon prospectiviste que ça sur les technologies. Même ici, qui est un endroit très technologique, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, on nous projetait la radio tout 3G dans les 10 ans qui allaient venir et on ne devait plus avoir de radio que par téléphone portable. La FM devait être arrêtée, enfin en 2015, je crois, il avait été question à une époque. Enfin, c'est dire si c'est quand même difficile d'anticiper. Moi, je suis assez séduit par l'idée que si on a des nouveaux dispositifs d'écoute, alors on sera bien obligé de créer de nouvelles formes radiophoniques. Et juste une dernière remarque, c'est que on a des réseaux sociaux dédiés complètement à l'image comme Snapchat, et on n'a pas encore d'équivalent de réseaux sociaux où on pourrait échanger que des messages vocaux, à part le bon vieux répondeur. Mais... Juste un dernier point, je me rappelle d'une catastrophe naturelle qui avait eu dans les Landes. Et je me souviens que à ce moment-là, le réseau étant indisponible, il ne restait plus effectivement que les fréquences hertziennes pour que les gens puissent écouter de la radio, avoir de l'information et avoir accès à la radio. Et je trouve que justement, c'est un élément extraordinaire, c'est de se rendre compte que cette simple radio qui aujourd'hui pourrait finir dans un rebut est là et un élément de secours, un peu comme une bougie qu'on a quelque part coincée dans un placard. Voilà, le jour où il y a effectivement cette panne générale, cette panne pas prévue, comme souvent d'ailleurs, la radio on la sort et puis voilà, on cherche avec son bouton et on tombe sur quelqu'un qui parle quelque part et dans le fond on est rassuré, on a encore un peu l'impression d'être sur la planète, il fait nuit, on n'a plus d'électricité chez soi, on n'allume plus les lampes parce qu'il n'y a pas de jus et il vous reste encore un poste avec une vieille pile qui est dedans et qui vous émet un son et qui vous permet de savoir que on est conscient que vous êtes dans un endroit qui est aujourd'hui en difficulté mais que les secours sont là et veillent à être au plus près de votre situation. Donc je trouve que le son du futur, c'est aussi ça finalement, c'est ce son qui maintient ce contact avec la vie et avec la société, avec le système. Donc il faut aussi permettre à cette radio du futur d'être encore l'élément de contact avec le reste. Juste un petit mot concernant le son. Il y a une petite boîte, une start-up à Roubaix qui a inventé le son 3D. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est, etc. Et c'est un système, alors on calcule sur des fréquences, mais par exemple si je vous fais tomber un jeu de clé derrière dans votre dos, vous allez remarquer que le son vient de derrière, même si vous ne l'avez pas vu. Alors ils m'ont expliqué que c'est un jeu de fréquences, etc. Et j'ai pu faire ma première interview en son 3D.
je peux vous dire que c'est assez bluffant, et je me dis qu'on pourra aller beaucoup, et que j'étais uniquement parlé, on n'était que 2, et je me dis si on met plusieurs personnes et qu'on invente quelque chose, on peut vraiment créer des choses assez formidables. Et ça, la technologie peut le supporter aujourd'hui. Le développe à Radio France depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle le binaural, où on fait des créations radiophoniques exprès pour ce système d'écoute. On les écoute comment? Par casque? On est obligé de les écouter par casque. Ouais. Parce que en fait, simplement, pour saisir la chose, il suffit de se claquer les doigts ici et juste derrière, et on se rend compte que les fréquences qui réfléchissent ne sont pas les mêmes, tout simplement à cause de la forme de la cavité d'oreille. Donc c'est pour ça que l'on peut créer de la spatialisation à l'intérieur de la stéréophonie. Alors qu'avant, on faisait de la spatialisation du son que par un système 5.1. C'est ça. Ben, je viendrai un peu plus souvent découvrir vos créations. Je suis désolé, on est mis en mono, donc... ça met en mono, oui. Vous êtes très fort parce que c'était la question que je voulais poser, parce qu'ils en parlent là sur le stand de Radio France. Moi, je voulais vous demander justement à vous, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur la 3G, d'ailleurs, 4G, ils se sont plantés, ça ne marche pas. Par contre, sur le téléphone portable, l'écoute sur le téléphone portable, c'est parti, en FM. Avec les écouteurs, même le continent de la radio, l'Afrique, maintenant, le vieux transistor de papa, dans des pays pauvres, c'est fini. C'est on écoute la radio sur son smartphone. Mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ce que vous voyez aujourd'hui, puisque vous êtes dans le docu, la création radiophonique, de ce que les technologies permettent peut-être d'expérimenter dans un futur proche? Vous travaillez sur quoi? Sur le son, purement. Là oui, du coup c'est difficile. J'ai pas d'exemple. Enfin sinon effectivement que par la spécialisation on change les coordonnées des questions qu'on se pose. C'est-à-dire que c'est la question qu'est-ce qu'un interviewé? Dès lors qu'on a plus le vis-à-vis qui est un vis-à-vis finalement technologique, qui est celui du micro que l'on tend à l'interviewer, si on n'a plus ça parce qu'on considère que les micros on les met à la place de la tête, alors la personne qui se trouve là-bas mérite aussi qu'on lui parle. Et à partir de là, ça va poser des questions poétiques formidables à se dire que la personne qui pose des questions, alors ça peut être aussi effectivement l'oiseau qui fait cuit là-bas. Enfin, je veux dire, ça fait circuler la parole d'une façon. Mais bon, ça reste, quand je dis que Radio France filmait, c'est des programmes très sporadiques. Enfin, il y a quelques créations sonores en binaural qui passent sur France Culture à 23h de temps en temps, mais c'est même pas toutes les semaines. Mais l'auditeur, lui, en réception, c'est quoi le rendu? Ouais. Si vous avez des petites créations radiophoniques qu'a fait la BBC par exemple, où rien que pour démontrer cette technologie-là, le binaural, qui consiste à une petite scène de 3-4 minutes chez le coiffeur, et en fait vous entendez un coiffeur en train de vous coiffer, et vous entendez les ciseaux circuler autour de l'oreille comme ça. Il n'y a pas besoin de récepteur Non, c'est en stéréo, c'est la magie de cette technologie, c'est que justement elle retravaille la stéréo de façon spatialisée. Donc on n'est plus dans le 5.1 qui, du coup, pour autant qu'il nous était donné comme un modèle d'avenir, risque de disparaître, remplacé par le binaural, puisque comme on écoute essentiellement au casque la radio, enfin la radio délinarisée, donc la radio créative, parce que tu vois. En même temps, il y a cette notion de véhicule autonome dont on parle de plus en plus, c'est-à-dire ce véhicule dans lequel on va être et on n'aura plus à le piloter, on sera juste là pour profiter du paysage. On peut dire que la radio du futur, ce son du futur, ce sera effectivement un son de plaisir, puisqu'on sera dans un véhicule qui va vous emmener sur des routes de façon automatique. Vous n'aurez plus à conduire, vous ne serez pas dans l'obligation de jouer avec votre tablette, ni de lire votre journal, même de lire tout court. Vous serez dans un véhicule qui va se déplacer, et puis vous aurez des sons qui vous seront émis. Alors des sons de quoi? Alors effectivement, ça peut être de écouter un concert de rock en même temps qu'on est dans sa Google Car qui ne fait pas de bruit, ou d'écouter effectivement le bruit d'une rivière quelque part en Allemagne, enfin bref, dans le Tyrol. Donc je veux dire, voilà, en fait on va avoir aussi un son qui va s'adapter aux nouveaux modes de déplacement que nous allons avoir, que nous n'avons pas encore aujourd'hui consommés, et qui vont nous surprendre, parce que voilà, on va avoir une autre façon de concevoir le voyage, le déplacement. Et ça va nous créer de nouvelles ouvertures de sensations par rapport à cette idée, justement, comme j'ai dit tout à l'heure. Finalement, on va être dans un véhicule avec des vitres qui vont être ouvertes sur le monde. Et pourquoi pas imaginer qu'on ait un système de son qui capte, pourquoi pas, les sons émis par des émetteurs locaux qui vous parlent, je sais pas, de la région que vous traversez, ou avec des... Enfin, je sais pas, on peut imaginer effectivement toute une sorte de reconstruction de la radio avec des points d'accroche
vous permettront de circuler, d'avoir de l'information aux endroits où vous serez. On vous dira, ben voilà, ici vous êtes dans tel village, voilà ce qui se passe, voilà nos habitudes, enfin voilà. Il peut y avoir une nouvelle définition du futur et de la radio par le biais de ces nouvelles technologies qui sont là non pas irréalistes, puisque maintenant on a quand même des embryons très clairs de véhicules autonomes, mais voilà, il y a un nouveau mode de déplacement qui va créer de nouvelles consommations du son. Et pourquoi pas de nouvelle consommation de la musique aussi, parce qu'on pourrait avoir imaginé comme sur Deezer ou Spotify des playlists pour faire le ménage, pour se donner de l'énergie ou se concentrer en travaillant, ou bien des musiques pour s'apaiser, et que ce soit plus des enjeux de répertoire pour découvrir le vivre montant de demain, et que ce soit des musiques qui n'aient d'autres fonctions que de nous relaxer ou bien de nous stimuler. Enfin, je ne voudrais pas être rabat-joie, mais d'abord le véhicule autonome, on n'en est pas encore au point de fermer les yeux et de laisser faire. Il restera un certain temps avant. Deuxièmement, malheureusement, tel que je vois les jeunes autour de moi, on ira plutôt vers ceux qui conduiront avec un véhicule autonome, ils iront plutôt vers le film que vers le son. Parce qu'après tout, il suffirait d'ouvrir la fenêtre pour entendre le son, c'est vraiment compliqué. Voilà, et vous disiez un truc juste à la fin. Oui, et là on est en train de paraître rêver de petits oiseaux, etc. Enfin, quand vous allez chez Nature et Découverte, vous achetez un DVD, vous avez des petits oiseaux. Donc je ne veux pas faire un peu relou et faire plonger les rêves, mais un tout petit peu quand même. Qui nous fait rêver De toute façon, moi, pour vous faire rêver, j'aime bien cette idée d'émotion et on s'évade de temps en temps, mais ça ne sera pas le fond de la radio du futur, parce qu'on parle de ça. Moi, je pense que la radio du futur, ce sera la radio de contenu. Je crois très peu à la radio musicale, très honnêtement. Ou alors, il va falloir, comme disait madame, qu'il y ait beaucoup plus d'audace dans la programmation. Ça, c'est la première des choses. Je crois à la radio du futur quand on aura peut-être numérisé et qu'on sera capable d'avoir sur un écran et l'artiste ou la personne qui parle, le producteur, le réalisateur, et qu'on soit un peu plus au courant plutôt que d'aller sur le web pour aller chercher cette info, et on n'a pas souvent accès au web. Ça, j'y crois beaucoup. Et je pense cette radio enrichie qui sera capable aussi de temps en temps peut-être de publier des images, voire de petits films sans son pour le coup. Mais moi je le vois quand je décris un objet à la radio, je dis allez sur mon blog, vous allez retrouver les photos et les choses comme ça, parce que ça me manque là pour le coup. Aujourd'hui on est quand même dans une forte consommation d'images, et les jeunes aiment l'image. Donc je me dis, à la limite, si sur une même plateforme, ce que je fais quand je fais un résumé en enrichi, j'ai mon podcast de radio qui n'est pas publié avant qu'elle soit diffusée, je peux rajouter quelques reportages fabriqués par une des chaînes du groupe qui viennent éclairer davantage le sujet. Je peux y mettre, voir des pièces à télécharger, des PDF, des choses comme ça, pour que l'auditeur parte avec une véritable expérience. Je me dis j'ai gagné, mais pourtant on émet en mono et on a 15 fréquences ou 20 fréquences en France sur BFM Business. Mais c'est pas grave, mais je la vois plus comme ça effectivement. Et le dernier point, c'est je veux être surpris quand j'écoute. Je veux apprendre quelque chose. Si je vais sur une radio économique comme la mienne, je veux vraiment qu'on me surprenne. Si je vais chercher de la création radiophonique sur Radio France, je veux vraiment qu'on me surprenne. Et ça fait jouer l'émotion, ça fait jouer la qualité du contenu qu'on évoquait tout à l'heure, ça fait jouer aussi la confiance qu'on peut avoir envers un média. Moi je la vois comme ça, cette radio. Quoi qu'on en dise, il y a toujours 8 Français sur 10 qui l'écoutent. En même temps, une expérience vécue, c'est le fait de suivre une retransmission sportive en coupant le son et en prenant le son de la radio, que je trouve beaucoup plus riche, beaucoup plus descriptif, et on rentre plus dans l'événement avec la radio et avec le son, parce que le journaliste est obligé justement de rentrer un peu plus en profondeur dans le détail, dans les comportements, dans la position des différents protagonistes du jeu, et je trouve que justement on est plus dans l'action avec le son du journaliste radio qu'avec celui qui de toute façon est convaincu que ce qu'il voit est ce que voit le téléspectateur, et donc dans le fond il ne fait pas trop d'efforts, je dirais même qu'il finalement il banalise des choses que l'on voit et que l'on peut comprendre soi-même. Alors que le journaliste de son, il faut qu'il fasse un effort supplémentaire pour justement que les gens soient pris par ce qu'il peut raconter, et je pense que c'est ça qui est extraordinaire dans le son, cette capacité de vous faire sortir de votre esprit pour vous faire rentrer dans quelque chose que vous ne voyez pas grâce au son. Et quand on mélange les deux, c'est extraordinaire parce que finalement, voilà, il y a des tas de choses qu'on ne voit pas dans l'image télé qui sont décrites par le journaliste radio. Est-ce
que là encore, il manque un apprentissage au décryptage de l'image télé. Faire de la bonne télévision, c'est s'effacer devant l'image quand on est journaliste. Vous pouvez repasser en écoutant la radio, c'est très difficile, à part en regardant Amour, gloire et beauté, c'est très difficile de repasser en regardant un film à la télévision. C'est très difficile. Quand vous faites c'est monomaniaque la télévision. C'est-à-dire que, effectivement, moi l'idée de défendre les commentateurs sportifs de la télévision, parce que c'est vrai que souvent c'est très redondant avec l'image, mais c'est un vrai boulot, c'est un vrai travail. Et d'ailleurs, vous pourriez enlever l'image et sur certains très très bons commentateurs sportifs, ne garder que le son du commentateur sportif télé. Là, vous ferez l'expérience inverse. Mais nous, on doit s'effacer derrière l'image. C'est pour ça que quand je fais faire des reportages à des équipes, je leur demande ensuite, au montage, de parler le moins possible. C'est-à-dire que le montage doit utiliser le son, doit utiliser l'image, doit valoriser tout ça. C'est la vraie différence avec la radio, c'est qu'il y a l'image. Et nous, on doit vraiment s'effacer. La plupart des gens, quand ils regardent la télévision, ils ne l'écoutent pas. D'ailleurs, la meilleure des preuves, et je trouve que c'est une dérive très mauvaise aujourd'hui, c'est qu'il y a en tournage de moins en moins d'ingénieurs du son. On part sans ingénieur du son. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les ambiances, vous allez dans un petit village, vous avez les cloches qui sonnent, le coq qui fait son petit cocorico, etc. On les entend à peine, parce que c'est le micro-canon de la caméra. Ça c'est dramatique, dramatique. Mais on y reviendra. Le seul problème, c'est que c'est très cher de faire de la télévision, parce que c'est une industrie lourde de manœuvre. Mais je pense pas qu'il y a... je suis en train, par exemple, de faire travailler un journaliste de presse écrite très connu, etc. Et il découvre que pour faire un 2 minutes à l'antenne, il faut travailler énormément. Et donc je ne pense pas qu'il y a un sous-journalisme télé, comme on pouvait le dire quand j'ai commencé moi à la télévision, ou un sous-journalisme radio, ou un sous-journal... Enfin voilà, ce sont des métiers différents. Et donc, je trouve que la comparaison, voilà, on préfère écouter avec la radio et regarder l'image. Oui, à la limite, a-t-on vraiment besoin, quand on regarde, avec toutes les caméras qu'il y a maintenant à la télévision pour un match, a-t-on vraiment besoin d'un commentaire quand on est soi-même féru de foot, de tennis ou de je ne sais quoi? Non. Non, on n'a pas besoin de commentaire. Donc, voilà. Une question. C'est pas vraiment une question, je voudrais un petit peu resynthétiser toutes les choses très intéressantes que j'ai entendues. Le thème du débat, c'était le futur de la radio, et Madame a dit au début de son intervention, y a-t-il un futur pour la radio? Et moi, je voudrais enfoncer une porte ouverte en disant quel futur pour la radio? Monsieur l'a abordé tout à l'heure. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous, quelle que soit la corporation à laquelle nous appartenons ici dans cette salle, qui allons faire le futur de la radio. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, c'est, en nous appuyant sur tous les modèles technologiques qui existent, c'est tous les baliser, tous tenter de les maîtriser, tous les proposer aux auditeurs. Je rends hommage d'ailleurs à Alain Veil, avec qui j'étais associé avant qu'il lance BFM TV, d'avoir fait bouger les lignes et d'avoir finalement réussi à associer de manière intelligente et avec le succès qu'on lui connaît, l'image au son au travers d'un modèle économique qui n'était pas évident. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être la génération future qui va faire la radio. Je lisais ce matin un article sur les succès technologiques et surtout sur les échecs technologiques de ces 10 dernières années. Donc en clair, qu'est-ce que tous les grands groupes du monde ont lancé comme appareil qui aujourd'hui font partie de notre quotidien? Eh bien je vous laisse deviner, le seul qui reste aujourd'hui après 10 ans, c'est ça. Il en a vendu 1 milliard, enfin pas lui, mais Apple en a vendu 1 milliard, pour combien d'autres échecs qui sont tombés, malgré les moyens très importants, qui sont tombés dans les poubelles de l'histoire. Donc ça veut dire que, et là je rejoins le concept qui a été dit également, nos enfants ou nos adolescents d'aujourd'hui, c'est au travers de leur éducation, c'est au travers de ce qu'ils ont reçu comme outil de décryptage du son, de l'image, de leur environnement,
qui construiront le métier, qui construiront le média radio demain, en espérant que le média radio tel que nous le connaissons aujourd'hui existe encore. Alors je vais faire le relou de la séance. Désolé, je vais encore un petit peu plus plomber l'atmosphère en disant il y a quand même beaucoup d'utopies que j'ai entendues, les petits oiseaux, le murmure des rivières, les cloches, les concerts retransmis, tout ça se heurte quand même à un vilain mot, c'est business model. D'accord ? C'est l'argent. Aujourd'hui, il y a des grands groupes de radio, j'ai pas peur de le dire, j'en conseille un des grands en Belgique, qui font beaucoup d'argent autour de cela. À l'opposé de ces grands groupes de médias qui gagnent de l'argent, il y a toute une série d'initiatives qu'on appelle radio associatives ou portent d'autres noms, mais qui ont en tout cas comme modèle économique d'être subventionnés, peu ou prou, je ne vais pas rentrer dans le débat. Et quand on voit aujourd'hui comment l'économie dans notre vieille Europe tourne, comment on voit que des gens qui s'apprêtent à prendre le pouvoir sont contre toute culture, quelle qu'elle soit, on peut se poser énormément de questions sur quels seront encore les modèles économiques qui permettront de laisser la diversité. Et à vous, monsieur, d'écouter, d'avoir l'audace du programmateur, d'écouter le concert de votre artiste favori au moment où vous voulez. Aujourd'hui, vous écoutez 10 heures et vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de pub dans 10 heures. C'est vrai. Mais demain, ça va amener un autre concept. 10 heures veut gagner de l'argent, comme Spotify, comme d'autres. Donc, s'ils ne mettent pas de pub dedans, ils vont vous faire payer ce que vous entendez. Et là... Eh ben oui, mais très bien. Très bien. Mais si vous voulez avoir un programme intelligent, intéressant, qui corresponde à vos attentes, vous allez devoir payer. Ok ? C'est pas grave de payer, tout le monde paye aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, en tout cas, le modèle radio tel qu'on le connaît dans la bonne vieille FM analogique, c'est un modèle gratuit. Et ça, c'est extrêmement important. On ne l'a pas dit autour de la table. C'est un modèle gratuit et c'est un modèle démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous allumez un récepteur de manière anonyme et vous écoutez le programme que vous voulez. Demain, on risque fort, quelle que soit la solution technologique qui soit retenue, on risque fort d'être tracé. Comme chaque fois que vous posez votre doigt sur un clavier, vous laissez une trace. Infime soit-elle, vous en laissez une. On est peu conscient de cela aujourd'hui. Donc je pense, moi j'ai pas de boule de cristal, aujourd'hui je conseille un groupe, je donne des avis que j'espère un tout petit peu intelligents, mais je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous accompagnons, c'est malheureux à dire, mais nous accompagnons les évolutions technologiques et nous essayons d'apporter aux auditeurs, à tous les auditeurs, c'est un challenge, ce qu'ils ont envie d'entendre au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui le média radio. Mais moi je suis incapable de dire ce qu'il sera dans 6 mois, dans 5 ans et a fortiori dans 10 ans. Voilà, merci. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'économie, on parle d'économie de l'attention, et puis voilà, le business model, c'est vrai que le privé, ça pose des problèmes, qui est propriétaire, dans le public aussi, il y a l'éventuelle intervention de l'État, l'associative, c'est des subventions, enfin en tout cas il y a plein de... Je veux juste une petite réaction à ce que j'ai entendu. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à partir d'un concept, on développe un business model, ou est-ce que le business model impose le concept ? Ça, c'est une notion très intéressante. Alors là, vous êtes en train de me parler d'une radio, d'un groupe de radio en Belgique. Vous savez que la seule radio musicale que j'écoute, elle s'appelle Classique 21, et elle est diffusée en Belgique. C'est une des chaînes de la RTBF, publique, mais qui diffuse de la publicité. Pourquoi je trouve que le concept est intéressant, c'est parce que ces gens-là sont de vrais pros de la musique, sont de vrais connaisseurs de la musique et sont de vrais programmateurs en musique. Et là je me dis, bah voilà, il y a un concept, d'accord c'est un service public, qui diffuse de la pub, c'est impossible, même par moment, mais c'est une vraie programmation musicale. Voilà, c'est juste dans quel sens on le prend. Je voudrais juste réagir à ça. Le business model de la radio publique en Belgique est unique en Europe, en ce sens qu'il n'y a pas d'autre radio publique en Europe qui peut diffuser de la publicité. Oui, mais c'est QFD. Oui, non, mais je voulais juste qu'on remette en place, j'ai un concept et je vais développer le business model à côté, ou alors je subis complètement le marché en me disant je touche la ménagère et je bouge pas. Voilà. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir un concept que vous considérez heureusement génial, que vous proposez avec peu ou beaucoup de moyens à un public le plus large possible, et puis ça marche ou ça marche pas, c'est pas vous qui le décidez. Non, c'est le marché. Job, quand il a lancé son bazar, personne n'y croyait. Ok, et puis 10 ans plus tard, il y en a 1 milliard de vendus. Et c'est pas terminé. Donc je veux dire par là qu'aujourd'hui, on peut proposer
plein de choses. Il faut le faire, heureusement, c'est notre nature humaine et c'est quelque part un petit peu philosophiquement un but, mais ce n'est pas nous qui allons décider en vase clos quel sera le futur de la radio. J'entends. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de création. Il n'y a que les associatives qui se bougent un peu, qui font des choses. Alors Oui, effectivement, le business model est compliqué pour elles, on est d'accord. Tant que l'État, il faut un peu plus large du terme, Toutes les grandes radios, ce sont oui, tout à fait. Oui, ce soir, Mais justement, il n'y a pas que les grandes radios. figées. Il y a Parce que- beaucoup d'initiatives. Il y a eu des présentations ici, des gens qui lancent des web radios, etc. Il y a des gens qui inventent. Il y a votre collègue, ex-collègue Pascal Clark qui lance un truc que sur le podcast d'actualité. Il y a des gens beaucoup moins connus, il y a beaucoup d'initiatives dans tous les sens, avec des professionnels parfois très aguerris, avec des gens plus jeunes. Ça va être sûrement, comme disait monsieur, il va y en avoir 1000 qui vont tenter, et puis il y en a un ou deux qui vont survivre, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Il y en a quelques-uns qui sont des poètes, hein. Il y en a qui vont diffuser le truc, sa rivière en Allemagne. Il y a bien une chaîne de Puis télé il y en a qui qui... fait des cascades, hein, il y a voilà. une chaîne de télé qui diffuse Voilà. ça. Hein, donc. Mais c'est aussi peut-être ça qui est bien à ce moment. Enfin, beaucoup de champs sont ouverts. Et de l'audace, justement. Hein. De l'audace. Enfin, bon. Et il faut aller dans les écoles, voir le Steve Jobs de demain pour lui faire entendre des petits oiseaux. Mais ça j'y crois. Mais ça vous n'avez pas à me convaincre. Mais je suis inquiet aujourd'hui. Donc moi j'ai eu la chance, je suis français d'origine, mais j'ai fait mes études en France. Et puis je suis parti en Belgique. Enfin bref, donc j'ai connu l'école de la République dans les années 60-70. Et je me suis toujours félicité du modèle d'éducation qu'on donnait à cette époque-là. Aujourd'hui, quand je vous écoute au travers des différents médias français, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'école de la République, elle est en berne, elle n'existe plus, en tout cas, telle que moi je l'avais connue, c'est-à-dire qui reprend un petit peu la devise liberté, fraternité, égalité, fraternité. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand madame a dit tout à l'heure que vous avez tenté des expériences d'éducation à la télévision dans l'école de vos enfants, et que vous avez osé parler de télévision et d'économie, et que les profs, juste s'ils ne vous ont pas fermé la porte au nez, Enfin, si je c'était vous ai bien compris. c'était pas maintenant, c'était dans les années 90, hein, parce que moi, d'accord, ben mon moi, aîné, il va avoir 34 ans, donc... D'accord, mais moi, 10 ans plus tôt, par contre, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient tout à fait ouverts à cela parmi le corps professoral et qui m'ont mis sur la voie des médias. Donc, vous voyez, les choses évoluent très très vite et voilà, mais aujourd'hui, il y a des mots tabous qu'on ne peut pas prononcer quand on parle d'éducation aux médias. Alors effectivement, on ne peut pas prononcer le mot argent, hein, on ne peut pas prononcer le mot mass média, j'ai l'impression, même si c'est déjà un terme un petit peu trop technique, c'est-à-dire un média qui s'adresse pour le plus grand. Non, il faut faire un média qui s'adresse aux plus petits. Pardonnez-moi, hein, monsieur qui produisait des choses associatives, mais moi je connais le fonctionnement du Fonds d'aide à la création radiophonique en communauté française de Belgique, qui est le pendant de ce que vous avez cité tout à l'heure. Ce sont des projets, certes, culturellement très intéressants, qui sont subventionnés à hauteur parfois de dizaines de milliers d'euros, okay, et qui ont une audience tellement confidentielle que c'en est indécent. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il n'y a plus cette adéquation entre les moyens qui sont mis au travers de caisses collectives gérées par la communauté, puisque ce sont les radios toutes confondues qui donnent de l'argent à ce fonds. Hein, donc il y a un prélèvement sur les radios commerciales et les radios publiques pour alimenter ce fonds. Et finalement, le retour qui en est fait, des projets sans doute intéressants, mais qui n'ont plus de diffusion. Donc, ça devient tellement marginal. Alors, en France, je crois pas qu'on L'économie de niche. en France, C'est en Belgique. Hein, oui, non, parce qu'en France, je crois que le fonds de soutien à l'expression radiophonique est limité à 40 000 € pour un an par radio, par rapport au nombre, enfin, ça finance en fait essentiellement des emplois aidés, par rapport au nombre d'ateliers radio que ça permet de financer. Et tout ça, je crois que l'enveloppe totale est de 30 millions d'euros, c'est-à-dire jamais que la moitié du budget de France Culture, pour une audience égale si on cumule toutes les radios associatives. Donc, la différence, c'est que vous financez des radios associatives. En communauté française, ils financent des projets. oui, mais des projets de création radiophonique, Voilà, oui, c'est autre chose. qui sont ensuite à eux de trouver leur diffusion. Oui. Mais bon. Mais qui n'ont pas de diffuseur a priori, je crois. A C'est ça. priori, oui. Sur l'éducation aux médias, bon, quand même, hein, il y a des choses. Hein,
En France, il y a le Clémy, il y a les organisations. C'est énorme. C'est énorme. Véronique Auger, il y a 20 ans, 30 ans, c'était précurseur, mais aujourd'hui, dans le... le Clémy, j'ai travaillé aussi pour eux sur l'économie. C'est un gros truc, le Clémy, aujourd'hui. Alors c'est vrai que, c'est ce que vous avez dit, les grands médias, à part libérer un journaliste de temps en temps, ne mettent pas le paquet pour préparer, pour initier leurs futurs usagers ou futurs clients du privé. Ils mettent pas beaucoup le paquet parce que ces gens-là, encore une fois, ils connaissent pas BFM, ils connaissent pas France 2, ils connaissent pas France Inter, ils connaissent pas Le Monde. Par contre, ils connaissent des trucs que nous on connaît pas vraiment. Voilà. Donc moi je pense effectivement qu'il y a un énorme enjeu, on pourrait dire économique, presque égoïste pour les médias, et puis il y a un enjeu citoyen que les nouvelles générations comprennent que l'information sur France 2 ou sur RTL ou sur Radio France, c'est pas la même chose que les mecs qui balancent des choses sur le web, c'est autre chose, il y a des méthodes, voilà. Mais ça les médias, à part quelques exceptions, je crois, ils sont assez peu. Par exemple, les Suisses, Radio Suisse Romande, enfin Radio Suisse maintenant, ils ont, Radio-Télévision Suisse, ils ont eu longtemps des espaces sur la radio, la première chaîne, où il y a des enfants qui faisaient du reportage, accompagnés par un journaliste professionnel. Ils ont eu ça, c'est exactement ce que vous disiez. Et ça, évidemment, ça marche, hein. Ça frappe les esprits. Je pense, pour rebondir sur ce que vous dites, on parle de la numérisation, de la transformation de l'ensemble des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Nous, je ne sais pas comment vous le vivez dans vos médias, nous aussi on le vit de plein fouet, à tel point que nos métiers ont changé. Je vous disais au tout début, il faut que je sois capable de faire de la télé, de la radio, et que j'essaie de combiner tout ça. Mais que mon métier change, c'est un fait, c'est normal. Mon management est en train de changer. Et là, je m'aperçois que, très honnêtement, il y a encore du blocage. Ça me rappelle quand le web est arrivé, où on s'est dit, et les droits d'auteur pour les journalistes qui écrivent sur le web. Ça a été une catastrophe, une cacophonie, on est arrivé à trouver des accords, on est arrivé à se mettre en place. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question, notamment dans des boîtes informatiques, de trouver le directeur du bonheur. Parce qu'on se dit, il faut que les gens soient bien, etc., etc. Mais moi, je vous garantis que dans les médias, demain, vous allez avoir des responsables qui seront là pour justement faire le lien entre le diffuseur et l'auditeur, le téléspectateur, le lecteur de demain. Et vous verrez que dans les politiques RH, c'est pas demain, mais à mon avis, ça fait partie de la radio du futur. Vous aurez dans chaque groupe, et je pense qu'à France Télévisions, il doit y avoir déjà des personnes comme ça, c'est pas le cas chez nous, mais qui vont aller à la rencontre de leurs futurs auditeurs, de leurs futurs téléspectateurs, leur expliquer le métier. Et vous allez voir que ce lien va se faire entre l'école, l'éducation et les médias. Il faudrait peut-être aussi que l'éducation qui commence à accélérer maintenant quand même, il faut le dire. Non, ils accélèrent plus que les médias n'accélèrent. Non, mais qui commence à accélérer réellement, que nous, on n'a pas bougé. Voilà, mais je suis persuadé que demain vous aurez ce rôle-là au même titre qui sera dans la RH, dans je ne sais trop où, mais c'est si j'ose dire, c'est nos auditeurs de demain, quoi. Ah, mais il faut que ce soit dans l'éditorial, dans la compréhension du média, dans la lecture d'une image, moi je pense que ça va arriver. Ça fera partie des nouveaux raisonnements de la radio de la radio du futur, ce qu'on pense de ça. Je crois que c'est très optimiste, donc là, il faut absolument conclure maintenant là. Donc, faut pas laisser une parole pessimiste arriver. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé. Et puis voilà, merci beaucoup. Et puis à très bientôt sur le web ou ailleurs, ou à la radio, ou quelque part, dans les médias en tout cas. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Donc à cet atelier sur la radio du futur. Alors donc c'est un atelier qui est lié à une revue qui s'appelle Cahier d'histoire de la radiodiffusion, qui existe depuis une trentaine d'années, donc qui traite de toute l'histoire de la radio principalement. Et donc voilà, il y aura un numéro spécifique sur la radio du futur. Alors je ne sais pas si ce sera ce titre-là ou un autre, mais en tout cas voilà, c'est un numéro qui traite de l'avenir de la radio et que je dirige, et donc avec des interventions de scientifiques ou de professionnels. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu organiser cet atelier
aujourd'hui, c'est aussi pour l'alimenter. Donc l'objectif, donc on enregistre aujourd'hui, et comme ça, on pourra faire une retranscription, mettre sur YouTube, et donc faire, voilà, avoir des réactions. Et donc voilà, donc c'est une revue faite par des professionnels et aussi des chercheurs. Donc moi j'ai un peu de profil chercheur, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication, et on a publié cette année les radios libres, 30 ans des radios libres, c'est un colloque qui a été organisé en 2011 pour les 30 ans. Et donc ça date déjà il y a un peu de temps, et donc voilà, donc on publie plein de choses. On a aussi créé une revue qui s'appelle Radio Morphose cette année, donc une revue faite par des scientifiques et qui est donc purement numérique, hein, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de numérique. Et le papier c'est déjà un peu plus difficile de publier, voilà, une revue ça coûte beaucoup d'argent, donc pour l'instant on est sur le numérique. Et donc voilà, donc pour commencer cet atelier, bon, alors aujourd'hui on a vraiment des intervenants très diversifiés, on a des gens qui sont très radio, d'autres qui sont très